Je suis Didier Folléas, j'écris ce livre, Paroles libres pour l'histoire, avec Maître Abderrahim Berrada. Mais je dois bien préciser que l'auteur principal, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est Abderrahim Berrada. Moi, j'ai recueilli sa parole au cours d'entretien, et puis je l'ai mise en forme. Alors, comment je l'ai rencontré ? Je suis arrivé à Casablanca un peu par hasard en 1987, donc il y a longtemps maintenant, comme professeur au lycée Lyautey, professeur d'histoire et puis de cinéma également. Et quand je suis arrivé au lycée Lyautey, j'étais très bien accueilli par les collègues, bon, tout allait bien, mais j'avais l'impression d'une petite communauté un peu franco-française qui vivait entre elles, sympathique, mais peut-être un peu trop enfermée. Et moi, j'avais envie de voyager, j'avais surtout envie de découvrir ce pays où j'étais, le Maroc, cette ville, Casablanca. Donc j'ai commencé à me promener, à lire beaucoup, tout ce que je trouvais sur le Maroc, et puis à rencontrer des gens. Et c'est en fréquentant une librairie, le Carrefour des Livres, que j'ai rencontré Abderrahim Berrada, et tout de suite, le contact s'est bien passé, on est devenus amis, et puis l'idée est venue avec un ami, Adil Haji, philosophe et puis journaliste, de faire un livre d'entretien avec lui. Bon, Adil, par la suite, a été appelé vers d'autres tâches, et j'ai continué avec Abderrahim Berrada. À plusieurs entrées. C'est à la fois un livre d'entretien, bien sûr, c'est le portrait d'un avocat militant, c'est aussi un morceau d'histoire du Maroc, avec un point de vue subjectif, c'est celui de Maître Berrada. C'est aussi un manuel, je dirais, un manuel appliqué de droit, puisqu'on le voit à l'œuvre au cours de différents procès. C'est un petit peu tout cela. C'est aussi un témoignage, et puis, à la fin du livre, il y a une partie réflexive, où Abderrahim Berrada donne son point de vue sur un certain nombre de grands sujets qui occupent la société marocaine. Alors, toute la première partie du livre, ce sont des entretiens, et puis à la fin, il y a des annexes qui ne proviennent pas de nos entretiens, qui sont de la plume directe d'Abderrahim Berrada. Vous parliez d'un fil rouge. Alors, le fil rouge, c'est d'abord une question que je me suis posée. Cherchant à apprendre des choses sous différents angles, avec différents points de vue sur le Maroc. Donc j'ai rencontré Abderrahim Berrada, et ce qui m'a surpris tout de suite, c'est la vigueur, la force de son engagement en tant qu'avocat, et ça depuis les années 60. Et je me suis posé la question, mais d'où ça vient, quoi? Voilà. Donc c'est à cette question, d'où vient cette énergie, d'où vient cette force, d'où vient cet engagement, que j'ai essayé de répondre avec lui comme auteur principal, encore une fois, avec ce livre. Le premier fil rouge, c'est cela. Et puis après, il y a un deuxième fil rouge, c'est la chronologie. C'est-à-dire qu'on a construit quelque chose qui part de sa petite enfance jusqu'à son décès en 2022, parce qu'on voulait que ce soit aussi un livre d'histoire. Ça, c'est surtout Abderrahim Berrada qui le voulait vraiment. Lui, ce qu'il me disait toujours, voilà, je vais vous raconter des choses, mais c'est pas pour mes vieux potes, quoi, parce qu'ils sont déjà au courant, ils le savent. Moi, j'ai envie de raconter une partie de l'histoire du Maroc, dans mon regard, dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai vu, pour les jeunes, voilà, qui souvent ne connaissent pas très très bien l'histoire de leur pays. Voilà, donc ce deuxième fil rouge, la chronologie, c'était un fil rouge, je dirais, d'historien. Plusieurs points caractérisent Abderrahim Berrada en tant qu'avocat des droits de l'homme. D'abord, il a son engagement. Il a fait ses études de droit, comme beaucoup d'étudiants marocains, au début des années 50, à Paris. Voilà. Et puis, il était dans un grand cabinet d'avocats, il était pris comme stagiaire, il était devenu le numéro 2, il avait un avenir tout cuit, si je peux me permettre, entre guillemets, qui s'offrait à lui à Paris. Et il a décidé, avec sa femme Monique, de rentrer, tout jeune avocat, de rentrer au Maroc dans un contexte qui était un petit peu particulier. C'était donc en 1966, un an après des émeutes très graves à Casablanca, et puis l'état d'exception. Donc on était dans un moment très, très tendu. Et à partir de ce moment-là, il s'est engagé dans, justement, la défense des droits de l'homme. Alors ce qui caractérise, c'est d'abord sa rigueur, sa très grande honnêteté. Ce qui le caractérise, c'est sa liberté de parole.
ce qui le caractérise aussi, ça c'est important, c'est qu'il a toujours été un électron libre. C'est-à-dire qu'il n'était encarté nulle part, dans aucun parti. Jeune étudiant, il a été pendant 3-4 ans, comme beaucoup d'étudiants de cette époque, à l'UNFP. Bon, parce qu'il y avait la grande figure de Mehdi Ben Barka, c'était toute une histoire à cette époque-là. Mais très vite, il a renoncé à toute carte politique pour être une sorte d'électron libre, de garder cette liberté, cette indépendance. Après, ce qu'il a donc, au-delà de cet engagement, au-delà du sérieux qu'il mettait dans la constitution de ces dossiers, il a aussi beaucoup utilisé ce que Maître Vergès, dans d'autres circonstances, dans un autre contexte, appelait donc la stratégie de rupture, hein, la défense de rupture. C'est-à-dire que dans les grands procès qui avaient une nature politique, eh bien, voyons que souvent certains procès étaient joués à l'avance, il déplaçait sur le terrain politique donc des faits qui, à l'origine, n'étaient pas spécifiquement. Bon, il l'a fait d'ailleurs dans ses premiers procès. Dans ses premiers procès, en 1969, il a beaucoup défendu le parti d'Istiklal, par exemple, pour des délits de presse, avec l'opinion, et puis la version arabe de l'opinion. Et puis la même année, et puis les années qui suivent, il défend régulièrement Ali Yatta, donc le fondateur du Parti communiste marocain, qui pour El Bayan, et puis son équivalent aussi en arabe, a eu toutes sortes de problèmes. Donc des délits de presse, il les transformait en procès politique. C'est ce qu'on appelle donc la défense de rupture. Ce qui le caractérise aussi, c'est la médiatisation. C'est-à-dire qu'il a compris que dans certaines circonstances, pour pouvoir défendre correctement, alors qu'il n'avait pas tous les moyens devant lui, il était utile d'utiliser aussi l'opinion publique, de s'adresser à l'opinion publique. Et ça, il l'a fait assez souvent. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur sa méthode de travailler ? C'est, comment dirais-je, son humilité aussi. Son rapport aux gens. Il n'était pas là pour briller, il ne se mettait pas en avant. Il était très 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 proche des gens qui voulaient défendre. Et puis, il avait cette chose qui a été pas toujours très bien comprise, mais qui pour lui faisait partie de l'éthique de l'avocat, de la morale. Il était prêt à défendre quelqu'un dont il ne partageait pas les idées. Ça passait mal. Mais il me l'a répété plusieurs fois, un avocat doit être capable de défendre quelqu'un, même s'il ne partage pas ses idées, parce que chacun a le droit d'être défendu. Et puis, non seulement chacun a le droit à une défense, mais chacun a aussi la possibilité d'une forme de retour ensuite dans la société, dont il doit être défendu. L'essentiel de sa carrière d'avocat, Abderrahmane Berrada l'a exercé pendant cette période qui s'étale des années 60 au tout début des années 80, qu'on a appelé par la suite, que les historiens ont appelé par la suite, les années de plomb. Alors là, c'est une période qui est très très difficile pour un avocat. Pourquoi ? Parce que on est à une époque où la justice est rarement réellement indépendante. Elle doit obéir à certains ordres. Bon, il y a ce premier problème. Ensuite, les procédures judiciaires ne sont pas toujours respectées. Les dossiers ne sont pas toujours montés selon les normes. Ce qui pose aussi problème, c'est que les droits des prévenus ne sont pas toujours respectés. Certains peuvent rester, par exemple, des années en garde à vue sans être jugés. D'autre part, dans certaines circonstances, des méthodes très très brutales ont été exercées sur des prévenus. Bien. Et puis, qu'est-ce qui peut encore démonter ce système ? Ah oui, ce sont aussi les formes d'intimidation sur les avocats. Abderrahmane Berrada, à plusieurs reprises, a été menacé. Il était harcelé en permanence la nuit par des coups de téléphone. On a essayé de le radier de l'ordre des avocats à différentes reprises. Bon, donc, il a
Plusieurs fois, il a été arrêté puis libéré tout de suite derrière parce qu'il n'y avait aucune charge vraiment contre lui, mais c'était une tension permanente avec des conséquences lourdes. C'est-à-dire pour lui, mais aussi pour sa femme et son fils. C'est-à-dire que la grande tradition des avocats des droits de l'homme, au Maroc en tout cas, c'est de plaider sans demander d'honoraires. C'est-à-dire que toute sa vie, il a vécu de façon extrêmement modeste. Heureusement qu'un certain nombre d'amis, je dirais des bienfaiteurs ou d'anciennes personnes reconnaissantes qu'il avait défendues ont pu l'aider à différentes reprises. Voilà. Donc il y a toute cette pression qui était là, qui faisait qu'on était à ce moment-là dans un système où défendre un accusé était extrêmement difficile. Pour ce qui est de sa conception de la citoyenneté, je dirais que pour Abderrahim Berrada, tout réside dans une philosophie de la liberté qui est issue de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, avant, celle du XVIIIe siècle, de l'encyclopédie, etc. C'est-à-dire que ces valeurs fondamentales, c'est l'égalité. Voilà, c'est l'égalité, mais c'est aussi donc la lutte contre toute forme de discrimination, évidemment. C'est aussi l'idée que l'ensemble des citoyens et des citoyennes doivent pouvoir participer démocratiquement à la prise de décision dans la société dans laquelle ils vivent. Ce sont ces principes-là qui étaient très importants pour lui. Il y a un mot qui revenait tout le temps dans ce qu'il me disait quand je recueillais ses propos, c'était le mot dignité. Voilà, dignité et justice. Il avait Abderrahim Berrada avait en lui un rejet profond de l'injustice. Il l'avait connu tout petit, puisqu'il vivait dans un milieu qui était ni riche ni pauvre, un peu moyen comme ça, à Dar Sultan, du temps du protectorat. Il a connu la colonisation. Donc il a vu ce que c'était que l'injustice coloniale, parfois la violence coloniale, parfois le racisme aussi. Il a vécu tout ça petit. Il a vu aussi de très près les conditions sociales dans un quartier comme Dar Sultan où les classes sociales étaient assez mélangées, où on pouvait rencontrer des gens aussi très, très pauvres, notamment des ouvriers, des ouvrières. Il a vu aussi cette injustice sociale-là. Et tout cela, petit, l'a profondément marqué. Abderrahim était assez exigeant. C'était quelqu'un qui n'était pas toujours facile. C'était quelqu'un qui était assez radical dans ses prises de position, qui avait beaucoup de courage. Mais jamais violent. Il n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Il estimait qu'un intellectuel est quelqu'un qui doit rendre quelque chose à la société. C'est-à-dire que si vous êtes intellectuel, c'est que d'une façon ou d'une autre, la société vous a donné quelque chose. Ce qu'elle vous a donné, par exemple, c'est la possibilité de faire des études. Possibilité que tout le monde n'a pas. Et qu'à partir de ce moment-là, vous êtes capable d'analyser, de comprendre, de participer au débat pour être en mesure à la fois de dénoncer ce qui ne va pas et de proposer pour que ça aille mieux. Donc, il pensait que l'intellectuel devait s'engager dans le débat public. L'histoire que nous raconte Abderrahim Berrada dans ce livre s'étale sur une longue période, puisque si on parle de la petite enfance, on est dans les années 40, jusqu'au début des années 2020. Ce dont il témoigne, c'est une première période qui est pleine d'enthousiasme. C'est celle de l'indépendance, où tout est à construire. Une société plus juste, le développement économique et social, construire de nouvelles institutions. Il y a un véritable élan. Ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a une phase qui est beaucoup plus difficile. Voilà. Ce sont les années de plomb, parce que là, les attentes en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie, en matière de développement aussi économique et social, sont décevantes. En tout cas, dans son regard, dans ses yeux. Bon. Après, arrive une nouvelle phase, donc à la fin du règne de Hassan II, au début du règne du nouveau roi, qui est une phase beaucoup plus libérale.
Bon, il y a un certain nombre de prisonniers politiques sont libérés. Abraham Sarfati, qui avait longtemps été exilé en France, peut revenir dans son pays. Qu'est-ce qui se passe encore? Oui, il y a des réformes très importantes concernant l'égalité homme-femme, le droit des femmes. Il y a la mise en place de l'instance équité et réconciliation. Il y a une certaine liberté aussi de presse qui n'existait pas auparavant, qui peut se manifester. Enfin, bref, c'est toute cette période qu'on appelle l'alternance. Voilà. Donc là, il y a un nouvel espoir. Et puis ensuite, dans un contexte qui redevient difficile, qui est celui des attentats de 2003, puis de 2011 à Marrakech. Il y a eu un autre attentat entre les deux, des attentats à caractère islamiste ou djihadiste. Les choses se redurcissent à nouveau. Et là, Abderrahmane Barada faisait un bilan un peu mitigé. C'est-à-dire, il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce que certaines choses se sont refermées. Et je pense que on pourrait citer à ce moment-là une référence qui est très importante, c'est celle de Mohamed V. Et je pense à son discours du 18 novembre 1955, où il revient d'exil, à ce qu'on appelle les Trois Glorieuses. Une période extraordinaire où c'est le début de l'indépendance. Et Mohamed V indique, après ce qu'il appelle le petit djihad, c'est-à-dire l'indépendance, le grand djihad, la construction d'un Maroc moderne, avec un développement économique et social, et il parle de droits de l'homme et de démocratie. Voilà. Donc, ce djihad, je pense que Abderrahmane Barada pensait, avant sa mort, qu'il n'était jamais terminé, qu'il fallait le poursuivre, et il voulait s'adresser, je pense, à la jeunesse.